Nous allons maintenant faire toute une partie sur la gestion du backlog de produits. Vous allez voir qu'il y a vraiment, on va s'attarder vraiment sur ce sujet-là. On va commencer par la création et l'alimentation du backlog de produits. Et puis on va commencer par enfoncer quelques portes ouvertes ou plutôt démystifier quelques croyances. Première croyance, on ne peut pas démarrer un sprint avec un backlog de produits vide. Eh bien, c'est pas vrai. On peut parfaitement démarrer un sprint avec un backlog de produits vide. On va commencer par faire un sprint planning. Et puis dans ce sprint planning, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier un certain nombre d'éléments sur lesquels l'équipe va s'engager à travailler pendant le sprint à venir. Et ils vont s'engager à délivrer un produit fini. Bien évidemment, l'équipe Scrum, pendant ce sprint, elle va passer beaucoup plus de temps à faire de l'affinage de backlog de produits. Ça ne va pas être 10% de son temps. Ça va être beaucoup plus que ça. À l'issue du sprint planning, il faut qu'elle ait de quoi s'occuper, peut-être la première journée. Identifier qu'est-ce qu'on peut faire là dans les premiers jours, en attendant qu'une partie de l'équipe puisse affiner des éléments avec le product owner. Donc là, on va vraiment être un petit peu en task force pendant ce premier sprint, et le product owner a vraiment intérêt à être disponible avec l'équipe pour travailler avec eux. Mais ils vont pouvoir commencer à développer quelques fonctionnalités de base dont l'équipe est certaine d'avoir besoin dans ce projet. Ça peut être vraiment des éléments qui lui permettent de commencer à construire sa solution. Il ne s'agit pas de faire un premier sprint uniquement d'architecture, où on n'aurait comme livrable que de l'architecture. On commence le plus tôt possible à délivrer du produit en lui-même. Et l'architecture, on va la construire au fur et à mesure. Deuxième mythe, on ne peut démarrer un sprint que si on a un objectif clair. Eh bien non également. On peut démarrer le sprint sans avoir un objectif. Mais dans ce cas-là, le PO va donner une impulsion à l'équipe Scrum. Ils vont définir ensemble l'objectif du sprint lors du sprint planning. Le sprint commence par le sprint planning, ne vous faites pas avoir. Le sprint, ça ne démarre pas après le sprint planning. Le sprint planning, ce n'est pas un événement en dehors du sprint. Ça fait partie du sprint. Donc on peut démarrer le sprint même si on n'a pas encore un objectif clair. Par contre, on ne peut pas sortir du sprint planning sans avoir de sprint goal. Ça n'est pas possible. C'est vraiment obligatoire de lancer un sprint, de partir dans les développements du sprint avec un objectif clairement défini. On peut dire un objectif ou un but, c'est dans le cas du sprint, on n'est pas sur des objectifs de produits qui sont forcément mesurables, c'est mieux si c'est mesurable, mais pendant très longtemps dans le guide Scrum, c'était inscrit un sprint goal et pas un objectif de sprint. Alors dire que l'objectif du sprint c'est de trouver les objectifs des prochains sprints, c'est pas une approche agile. Dire que l'objectif du sprint c'est de rédiger les spécifications générales, c'est pas un objectif de sprint non plus. On ne fait pas un sprint de spécification générale, et puis un sprint de développement, puis un sprint de test et recettes. C'est pas comme ça que ça marche. On fait toutes ces activités au sein d'un seul et unique sprint pour délivrer un incrément de produit fini à la fin. Là, on est vraiment sur des fondamentaux quand même. Dernier mythe qu'on va démystifier, le PO ne peut pas mettre un élément du backlog de produits dans le sprint tant que le Scrum Master lui indique qu'il doit au préalable lever des blocages. C'est-à-dire que si le Scrum Master dit au PO, bah non, cet élément-là, l'équipe ne pourra pas le développer parce que je dois régler des problèmes avant, c'est pas ça qui va empêcher le PO de le mettre dans le backlog de produits. Ça va mettre de la pression sur le Scrum Master en revanche. Le problème, tu le connais depuis un moment. Là, maintenant, il va falloir le régler en urgence. Parce que cet élément-là, il faut qu'on puisse le mettre à disposition des utilisateurs très vite. Alors, juste un petit bémol là-dessus, un PO qui s'amuserait à faire ça, il faut qu'à la fin du sprint, l'élément qu'il a absolument demandé à mettre dans le sprint, ça parte en production. Si c'est mettre de la pression sur l'équipe ou sur le Scrum Master pour absolument développer là maintenant un élément, et donc
quasiment le forcer pour le rentrer dans le backlog de sprint, même en allant à l'encontre de la recommandation du Scrum Master, ça veut dire qu'il y a une vraie urgence. C'est pas pour que l'élément il reste derrière dans l'incrément pendant 3 ou 4 sprints et que ça ne parte pas en production. Il faut être cohérent également. Donc le Scrum Master, dans ce cas-là, il devra lever les blocages au tout début du sprint et régler la situation pour qu'à la fin du sprint, on puisse avoir un incrément qui permette d'embarquer cet élément vers la production. Alors, comment est-ce qu'on remplit concrètement le backlog de sprint? On est au premier sprint, on n'a rien dans le backlog, et on démarre avec l'équipe. Eh bien, première option, si on a un référentiel d'exigence, à partir du référentiel d'exigence. Il n'est peut-être pas encore exhaustif. Il y a beaucoup de projets qui démarrent dans des organisations à partir d'un business plan. Et il y a beaucoup de business plans ou de cahiers des charges qui s'appuient sur un référentiel d'exigence. Ça, c'est vraiment la base en gestion de projet. Si on n'a pas un référentiel d'exigence pour gérer un projet, c'est quand même compliqué de gérer un projet, Scrum ou pas Scrum. C'est grosso modo, là, on ne sait pas de quoi on parle. Alors, on peut partir sur un projet juste à partir d'une idée, mais à partir de ce moment-là, il va falloir le construire, ce référentiel d'exigence, au fur et à mesure des sprints. Ce qui va permettre d'alimenter le backlog au fur et à mesure des sprints. Donc, on va partir de l'hypothèse qu'on a un référentiel d'exigence. Eh bien, toutes les exigences que l'on a dans le référentiel d'exigence, c'est les éléments du backlog de produit. Que ce soit des exigences fonctionnelles ou non fonctionnelles. Bien évidemment, toutes ces exigences, il va falloir les affiner les unes après les autres. En ce qui concerne les exigences non fonctionnelles, c'est-à-dire les objectifs hérités ou les contraintes, eh bien les objectifs hérités, ça pourra devenir des objectifs de release ou, pour certains, des objectifs de sprint. Concernant maintenant les contraintes, on va les prendre en compte pour construire la definition of done du produit. Si on a des contraintes métiers, si on a des contraintes connues de l'organisation, elles doivent figurer dans le référentiel d'exigence. Si on a des contraintes légales, réglementaires, elles doivent aussi figurer dans le référentiel d'exigence. C'est ce qui permet de contraindre la mise en œuvre d'un certain nombre de moyens identifiés dans ce référentiel d'exigence, ou en tout cas de qualifier un certain nombre de moyens. Et concernant les exigences fonctionnelles, eh bien, les plus grosses vont être décomposées en éléments suffisamment fins pour pouvoir être embarquées dans un sprint. Et il va être possible de les décrire soit sous forme de fonctionnalité, de user story, ou d'autres choses. On peut décrire ces exigences fonctionnelles de différentes manières. On peut utiliser à peu près n'importe quoi pour décrire une exigence fonctionnelle tant qu'on a les règles métiers, tant qu'on a les contraintes qui ont été identifiées au travers des exigences non fonctionnelles. En général, elles sont liées à des exigences fonctionnelles sur un référentiel d'exigence. On peut avoir ces éléments-là dans nos exigences fonctionnelles, c'est-à-dire dans les éléments que l'on va aller décomposer jusqu'à ce qu'on arrive à des user stories si vous voulez travailler avec le format user story ou autre chose si vous voulez travailler avec autre chose. Alors concrètement, un référentiel d'exigence, c'est quoi? Et comment ça marche? Eh bien, pour construire un référentiel d'exigence, en général, on a deux méthodes. Une méthode dite descendante, on part des objectifs. Pour atteindre ces objectifs, donc on part de l'objectif du produit. À quoi sert ce produit? Pourquoi on lance ce produit? Si c'est pour faire du chiffre d'affaires, combien de chiffre d'affaires? Voilà, on clarifie un objectif. Pour atteindre cet objectif, on envisage un certain nombre de moyens. Et ces moyens, on va les qualifier par des exigences. Et ces exigences, on va les analyser, on va voir est-ce qu'elles sont fonctionnelles, elles représentent une fonction du système, ou est-ce qu'elles sont non fonctionnelles. Si elles sont non fonctionnelles, ce sont soit des contraintes, soit des objectifs hérités. On va voir juste après un exemple. Deuxième méthode que l'on utilise pour créer un référentiel d'exigence, on part des besoins exprimés par les consommateurs ou les utilisateurs et on va qualifier ces besoins par des exigences. Par exemple, si je veux acheter une voiture, je peux avoir un certain nombre de besoins. J'ai besoin que ma voiture elle soit spacieuse. Ce besoin, je le qualifie par une exigence.
on voit ici au milieu de l'écran que j'ai une exigence qui s'appelle spacieuse. Alors ici c'est du work in progress, hein, c'est du travail en cours sur ce référentiel d'exigence. Il n'est pas complètement abouti, c'est simplement une illustration pour illustrer un exemple d'un référentiel d'exigence. Donc vous avez les petites cases en vert, c'est les objectifs. Donc mon premier objectif, c'est d'acheter une voiture. Alors là encore, cet objectif, on voit, il n'est pas très bien qualifié. C'est pas un objectif SMART. J'ai pas de notion de délai. J'ai pas de notion de mesure. Je veux acheter une voiture, mais une voiture chère, une voiture pas chère, j'ai un budget, j'ai pas de budget. Eh bien en fait, c'est en travaillant dans le référentiel d'exigence, en décortiquant ce référentiel d'exigence, en construisant, qu'on va pouvoir qualifier très finement les objectifs, et on va voir un exemple dans le détail de cette illustration. Là, on a envisagé plusieurs moyens. Ça peut être une voiture neuve, une voiture d'occasion. Je peux épargner, je peux prendre un crédit. Et je donne des moyens qui sont concurrents, c'est-à-dire c'est l'un ou l'autre, neuve ou d'occasion, je ne vais pas acheter les deux. Et j'ai des moyens qui sont concurrents. Je peux épargner et prendre un crédit. Je commence par épargner, puis quand j'achète ma voiture, je prends un crédit pour rembourser le solde qui me manquait. Mais là, j'ai posé des exigences sur le fait d'épargner, de prendre un crédit. D'ailleurs, c'est la même exigence. Et ça, c'est une contrainte. Ce n'est pas un objectif. Maximum 150 € par mois. Donc cette exigence, je l'ai transformée en contrainte. Je suis contraint à un budget maximum de 150 € par mois. Quel que soit la voiture que j'achète, quel que soit le mode de financement pour lequel je vais opter, c'est ma contrainte maximale. Je peux aussi acheter une voiture d'occasion ou une voiture neuve. Là, je suis sur des éléments qui sont concurrents. Pour acheter une voiture d'occasion, qu'est-ce que j'exige? J'exige de ne pas me faire avoir. Alors, cette exigence, c'est une exigence non fonctionnelle. Je pourrais la transformer en objectif ou en contrainte. Si je la transforme en objectif, derrière, je vais identifier quels sont les moyens que je peux mettre en œuvre pour ne pas me faire avoir. Et puis, ça me permettra d'aller aussi qualifier cet objectif-là qui n'est pas encore bien qualifié. Mais les moyens pour ne pas me faire avoir, je ne les connais pas. Je suis vraiment complètement nul en automobile. J'y connais absolument rien. Donc, comme je ne sais pas quels sont les moyens que je pourrais mettre en œuvre, je vais plutôt opter pour une contrainte. Donc, en tant que product owner, quand vous faites un référentiel d'exigence, vous avez des choix, très souvent, entre objectif, contrainte, entre c'est une exigence, c'est un moyen, parfois on voit très souvent que ça peut switcher de l'un à l'autre. C'est des choix, c'est des arbitrages, et c'est intéressant de construire ce référentiel d'exigence en s'appuyant sur des échanges avec des parties prenantes, avec des responsables métiers, des responsables business, avec les membres de l'équipe de développement. Là aussi, c'est un produit vivant qui va évoluer au fur et à mesure des sprints et des releases. Quand on va découvrir des nouveaux besoins, on pourra les qualifier par des exigences et alimenter le référentiel d'exigence. Alors un référentiel d'exigence, ce n'est pas un artefact de Scrum, hein. C'est bien plus ancien que Scrum. On utilisait ça, enfin, à titre personnel, depuis que je gère des projets, j'utilise des référentiels d'exigence. Et donc c'est pas un artefact de Scrum, hein, soyons clairs là-dessus. Si on revient sur les exigences qui se trouvent au-dessus, il me reste la possibilité d'acheter une voiture neuve. Donc là déjà ça me permet, on le voit, de mieux qualifier, de mieux délimiter le périmètre de mon projet. Idéalement, je vais acheter un nouveau produit, une voiture. Eh bien, en faisant cet exercice, je me rends compte que mes options, elles commencent à se réduire. Le champ du possible se réduit. Qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mon objectif? Initialement, je vais envisager plusieurs pistes. Eh bien, il y a un certain nombre de pistes qui se ferment. Ça me permet d'affiner ma prospective, d'affiner ma vision de mon produit final. Donc ma voiture neuve, j'exige qu'on reprenne ma voiture, j'exige qu'elle soit spacieuse, j'exige qu'elle soit confortable. Alors je veux qu'on reprenne ma voiture au meilleur prix. Là aussi, c'est un objectif. Derrière, il faudra mettre des moyens.
Et puis derrière ces moyens, eh bien, on ira les qualifier par des exigences qui deviendront éventuellement de nouveaux objectifs hérités encore. Eh bien, tout ce travail-là me permet d'affiner mes objectifs et potentiellement, là, je vois que j'ai certains objectifs qui pourraient faire partie d'un plan de release. Dans le cas du rachat de ma voiture, je peux consacrer une période de mon temps, c'est-à-dire une release, à aller faire le tour des concessionnaires pour faire estimer ma voiture, à consulter un certain nombre d'annonces pour voir des voitures de modèle ou de taille ou d'année ou de kilométrage équivalent, à combien ça se vend, à combien ça commence à se négocier, pour pouvoir avoir une idée de quel pourrait être le meilleur prix pour qu'on reprenne ma voiture. Et puis je peux faire une deuxième release, cette fois-ci pour aller visiter à nouveau des concessionnaires, mais pour envisager un nouveau modèle, pour affiner mon besoin ou pour trouver le produit qui répondra le mieux à mes exigences. Deuxième exigence, elle doit être spacieuse. Alors spacieuse, ça, je ne vais pas le transformer en contrainte, je vais le transformer en objectif. Pour avoir une voiture spacieuse, quels seraient les moyens sur lesquels je pourrais opérer? Eh bien, il me faudrait un certain volume de coffre, et puis une taille de fauteuil, un espacement entre le fauteuil arrière et le fauteuil avant, une certaine distance. Eh bien ça, aussi, c'est des exigences qui vont venir qualifier mes moyens. Mon coffre, j'exige qu'il ait tel volume. J'exige qu'il ait telle longueur si je rabats la banquette arrière. J'exige un certain nombre de choses pour qualifier ce moyen. Eh bien, ces exigences-là, elles vont se retrouver dans mon backlog de produits. Si je fais le développement d'un produit, toutes ces exigences, je vais les retrouver dans le backlog de produits. Si je détaille complètement cette illustration, alors si je mettais tout, on ne verrait plus rien à l'écran, parce que j'aurais des petits post-it un petit peu partout. Mais je vais arriver à un moment à me poser des questions sur la direction de la voiture, le freinage de la voiture, la puissance de la voiture. Je vais arriver sur des exigences fonctionnelles. Par exemple, la direction assistée, on va être dans l'ordre du fonctionnel. Donc, ce référentiel d'exigence, si je prends toutes mes exigences et que je les mets dans mon backlog de produits, j'ai plus après qu'à aller affiner mes exigences fonctionnelles. C'est des features, c'est des fonctions. Et je peux les décomposer en user story, je peux les décomposer en ce que je veux d'ailleurs, pour pouvoir les transformer en incréments de produits finis. Donc le référentiel d'exigence, c'est vraiment une base pour pouvoir remplir un backlog de produits. J'ai qu'à le regarder, potentiellement le recopier et affiner. L'intérêt, c'est qu'il est structuré, ça me permet d'avoir une vision structurée de mon projet, ça me permet d'avoir une vision de mon plan de release, ça nourrit ma stratégie, ça me permet d'affiner mes objectifs, d'avoir des objectifs clairs qui font sens. Je comprends bien que quand je suis en train de poursuivre l'objectif de rechercher quel pourrait être le meilleur prix de ma voiture, ça a du sens. C'est pour qu'on puisse acheter une voiture. Cette activité-là, je peux même la déléguer à un membre de ma famille. Il est responsabilisé. Il sait que s'il se trompe, s'il commet des erreurs, bah, ça aura un impact pour tout le monde. Donc ça va le motiver, ça va l'engager. Et c'est bien des questions de motivation et d'engagement qui tournent autour de la gestion du backlog de produits. C'est la clarté de ces objectifs qui va faire que les gens ont plus tendance à s'impliquer. Ce n'est pas une baguette magique non plus, mais ils ont plus tendance à s'impliquer que quand ils ne savent pas à quoi ça sert ce qu'ils sont en train de faire. Ça n'a pas de sens, on leur dit fais ci, fais ça, fais machin, fais truc. Oui, mais pourquoi? Pour arriver à quoi? Eh ben, pose pas de questions, fais ce que je te dis. On n'est plus dans ce style de management quand on est dans l'agilité. Alors, deuxième option pour remplir un backlog de produits, à partir d'un business plan ou d'un cahier des charges. On reprend les objectifs du business plan ou du cahier des charges, ils alimentent le plan de release. On reprend les besoins exprimés dans le cahier des charges, et puis on les reporte dans le backlog de produits pour les affiner ultérieurement. Donc, à partir d'un cahier des charges, je peux parfaitement remplir la base
ou les premiers éléments qui me permettent de faire les premiers sprints sur un projet Scrum. Troisième option, le Domain Driven Design d'Eric Evans. Alors vous pouvez retrouver du détail sur cette approche, sur cette méthode, sur le site de Martin Fowler. Il suffit de rechercher sur Google Domain Driven Design et Martin Fowler. Ça s'écrit F-O-W-L-E-R. Et vous verrez vraiment une approche très intéressante de cette technique. Sinon, il y a un bouquin d'Eric Evans dédié au Domain Driven Design, si vous préférez. Donc, en quoi ça consiste? En fait, c'est une approche qui repose sur deux patrons de conception, donc deux design patterns. Ça repose sur la programmation orientée aspect et l'analysis pattern. Donc, c'est deux patrons de conception. Là aussi, si vous ne connaissez pas les patrons de conception, ça vaut le coup de s'y intéresser pour un product owner. Un développeur, lui, il a intérêt à les connaître, mais le product owner, c'est pas mal de les connaître juste pour la culture, pour pouvoir échanger plus facilement avec les équipes de développement. Vous avez une petite illustration ici d'une approche, un Domain Driven Design, qui est issu du site de Martin Fowler d'ailleurs. Ça illustre bien qu'ici, on a des contextes différents, ou des métiers différents. Là, on a les ventes et le support. Eh bien, on va avoir des éléments qui sont communs à ces différents contextes. Donc ça permet de commencer à structurer une vision ou une stratégie produit, ce qui va permettre de remplir un backlog de produits. Donc, quand on fait du Domain Driven Design, on va partir sur des très gros éléments dans le backlog de produits, et il va falloir vraiment les affiner, les décomposer, faire beaucoup de sessions d'affinage pour les décomposer. En revanche, c'est une analyse qui est faite très rapidement. On cartographie très vite des besoins. On cartographie très vite un contexte. Ce qui permet de très vite de commencer à s'intéresser, par exemple, ok, les consommateurs, c'est quoi leurs besoins, qu'est-ce que ce produit-là va leur apporter, de tout de suite se poser des questions, tout de suite commencer à affiner et de rentrer dans un des éléments. C'est vraiment l'approche du Domain Driven Design. Ça permet de faire de la conception d'applications, mais par domaine. Dernière option, à partir d'une idée. Si je suis product owner et que j'ai ni cahier des charges, ni analyse, ni référentiel d'exigence, que je ne connais même pas les domaines qui pourraient être impliqués pour le développement de ce produit, juste une idée, on peut démarrer avec un backlog de produits qui ne comporte qu'un seul élément, une idée. Alors, dans ce contexte-là, bien évidemment, le premier sprint, ça ne va être quasiment que du backlog refinement. On va faire quasiment que ça. On va commencer éventuellement à poser quelques éléments fonctionnels, mais alors vraiment très bruts, pour faire réagir les consommateurs ou pour faire réagir, en général, quand on part d'une idée, on ne partira pas sur des consommateurs, mais des représentants. On va faire venir une population cible, des gens qui sont représentatifs de notre public. Très souvent, une idée, on part sur des solutions pour de l'interne. Quand on est à démarrer un sprint comme ça, sans aucune analyse, très souvent, c'est pour de l'interne. Donc, on peut partir sur la base juste d'une idée et lancer un sprint juste sur la base d'une idée. Là encore, c'est un autre mythe qu'on pourrait démystifier. Voilà, comment est-ce qu'on remplit un backlog de produits? 4 grandes méthodes, 4 grandes approches différentes. Bien évidemment, en fonction du produit, on ne choisira pas toujours la même. Parfois, on a besoin d'aller très vite, de rentrer très vite dedans. Parfois, on a besoin, au contraire, de prendre un peu plus de temps pour décortiquer un référentiel qui existerait et qu'on a besoin de s'approprier. Il faut, en tant que product owner, vraiment impliquer l'équipe de développement. Il faut impliquer les parties prenantes, partager, communiquer avec eux, pas prendre des décisions tout seul dans son coin, mais vraiment impliquer les gens, faire de la co-construction. C'est toujours plus facile de co-construire que de devoir aller convaincre et vendre ses idées.
C'est vraiment une approche agile, ça. La prochaine fois, on verra comment est-ce que, à partir de notre backlog de produits, on qualifie les éléments du backlog de produits.